Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast qui vous explique comment fonctionne la data et l'IA. Et donc, dans cet épisode, on retrouve Victor Coustenoble. Salut Victor, comment ça va ? Salut. Ça va très bien, Alors, merci beaucoup. et je suis accompagné de Nicolas pour cet épisode. Salut Nicolas, comment ça va ? Bonjour à tous, ça va bien. Ravi de vous retrouver. Et donc, Victor, qu'on ne présente plus parce que Victor, c'est ta 4e apparition dans le podcast. La dernière fois, tu étais déjà chez Starbust et tu es venu nous parler de Starbust et de Trino. Et aujourd'hui, on va faire une petite update sur ce sujet puisque tu reviens pour nous parler de Starbust et Trino. Alors, même si tu es venu nous en parler qu'une seule fois, c'est un sujet qui, effectivement, a été au cœur de nos préoccupations dans de nombreux épisodes parce que j'ai fait une petite exploration des show notes des précédents épisodes. Et on a parlé une quinzaine de fois à peu près de Trino, Starbust et autres sujets autour du data mesh et donc qui sont des sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Hem, Victor, est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu le plaisir justement d'écouter ces précédents épisodes où tu es venu? Avec plaisir Vincent. Donc déjà merci Vincent et Nicolas pour cette nouvelle invitation. Donc en effet, la 4e participation, donc 2 fois dans la même société. Là, ça fait maintenant 5 ans que je suis chez Starburst, donc ça dure, c'est une très belle aventure. Donc moi rapidement, pour ceux qui me connaissent pas, en effet, maintenant je suis dans les vieux, on va dire. Ça fait je compte plus les années, plus de 20 ans, 25 ans que je suis dans la data, surtout dans les éditeurs, le monde de l'édition. J'ai commencé par du machine learning, après j'ai fait des Cubolab. J'ai fait de la data vise, j'ai fait donc de la préparation de données, du NoSQL, là du moteur SQL. Enfin bon voilà, donc toujours dans l'avant-vente, avant-vente technique, voilà pour différents éditeurs. Donc ça continue, ça me plaît bien. Voilà. Excellent. Hem donc on va se présenter aussi Nico, qu'est-ce que tu en penses? Alors Nicolas, je sais que toi tu es dans Je suis en transition. tu es en transition actuellement, donc dire où tu travailles est pas forcément le truc le plus facile. Mais, tu as des rôles de Effectivement, chez Flovea, CTO dans ouais, différentes entreprises. c'est ça. Je termine chez Flovea mi-mars et je démarre des nouvelles aventures mi-mars. Dans un Excellent sujet qui et n'a donc plus rien moi à voir. ouais. Et donc pour ma part, Vincent Husting, moi j'accompagne mes clients, je suis indépendant, j'accompagne mes clients dans leurs sujets data et IA. Mon métier, c'est d'aider mes clients à construire les plateformes data et IA qui vont changer leur métier et leur business. N'hésitez pas à me solliciter. Hem, je propose que pour redémarrer, Victor, on fasse un petit récap de ce qu'est Trino. Alors on verra qu'on a un double sujet puisque Trino, est un produit open source, et qui a une société qui en a fait un produit commercial qui est Starbust à côté, pour dire les choses de manière assez large sur le sujet mais ce que je propose, c'est qu'on démarre par Trino puisque Trino, est un produit qui finalement a une filiation assez lointaine et qui a peut-être besoin d'un petit peu de précision pour ceux qui ne le connaissent pas. En effet, Vincent, parce qu'en effet, même si on cite souvent Trino, comme tu disais, je sais plus combien de fois ça a été cité dans le podcast, pour remettre un petit peu les choses au clair, parce qu'en plus maintenant aujourd'hui il y a de plus en plus, enfin moi depuis le temps il y a de plus en plus de produits, de moteurs, de solutions, de start-up dans tous les sens. Donc petit récap sur Trino pour être clair, et vous allez voir c'est simple, enfin pour moi c'est simple, mais en gros voilà, en 2 mots c'est un moteur SQL. Donc c'est un moteur SQL comme tu as dit open source performance, c'est un moteur distribué, c'est pas du Spark, mais c'est du SQL. Bon, donc c'est un calcul distribué, c'est du MPP, multi-parallel processing. Et c'est fait pour quoi? Puis je veux faire un petit historique, mais c'est fait pour requêter des grands volumes de données, donc les fameux data lake, lakehouse, etc. Ou pour faire de la fédération, pour requêter en une requête SQL, faire une jointure entre Mongo, Oracle, mon Iceberg, mon Kafka, etc. D'accord? Donc c'est un moteur SQL. Donc, il y a zéro stockage. C'est un moteur SQL, zéro stockage. Donc ça, c'est Trino. Après, au point de vue de l'historique, parce qu'en effet, alors là, pareil, c'est toujours la grande question, etc. C'est Presto. Parce qu'en fait, à la base, donc un petit cours d'histoire, en 2012,
Presto a été créé chez Facebook, qui a été mis, donc c'était pour remplacer Hive, un moteur Hive pour faire du SQL sur Hadoop, sur HDFS à l'échelle, et donc mis en open source en 2013. Ensuite, les gens qui ont fait ça chez Facebook ont quitté Facebook, ok, pour rejoindre Starburst. Alors Starburst, c'est les anciens de Teradata qui avaient fait un moteur, enfin bref, qui s'intéressaient à Presto. Donc les gens de Facebook, les gens de Teradata ont créé Starburst pour offrir une version entreprise avec du support sur Presto. Presto a été renommé Presto SQL, donc ça commence un peu à se compliquer. Et après, il y a eu deux fondations. Il y a eu la Presto Software Foundation en 2019, avec Facebook qui a voulu garder la trademark, donc des histoires légales, trademark, qui a donné ça à la Linux Foundation. Mais après, Starburst a rejoint cette fondation pour essayer de merger les deux fondations, Presto Software et Presto Foundation. Ça n'a pas marché. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En 2021, Presto SQL a été renommé Trino. Donc aujourd'hui, il y a encore Presto, on parle plus de PrestoDB, et il y a Trino à côté. Okay, donc deux moteurs open source qui viennent de la même racine. Bon, évidemment, moi je vais dire, et ça se voit que Trino, la communauté de Trino est plus, on va dire, dynamique. Mais voilà, est-ce que c'est clair ou pas? Ouais, Pas- pas- c'est clair, mais c'est là que tu vois que on oublie souvent que dans les projets d'open source, il peut y avoir ce genre de gros pâté entre la revendication de la paternité et Hum, l'envie de garder le trademark. Et hum. ce qu'il y a d'un peu fou, c'est que tu te rends compte que chez Facebook, je suis pas certain qu'ils aient fait évoluer en termes Ouais, d'animation leur communauté autour de Presto, de manière démesurée, quoi. Donc c'est quand même un petit peu, c'est beaucoup d'énergie à mon avis qui a été dépensée pour pas grand chose, cette affaire. ouais, après Presto là, PrestoDB, donc il y a d'autres éditeurs qui l'utilisent. Donc il y a des gens qui utilisent PrestoDB, il y a d'autres qui utilisent Trino, hein, par exemple. euh, Pourquoi Trino ça marche bien? Athena, hein, tout le monde connaît AWS Athena. Tout le monde, enfin je sais pas si vous savez, mais c'est Trino derrière. Ok, Athena, c'est Trino. Donc pour dire que ça marche bien. Alibaba Cloud, c'est Trino. Cloudera, ils viennent d'annoncer l'an dernier qu'ils intégraient du Trino dans leur moteur, pour preuve que ça marche bien. Si on parle des Français, en France, hein, j'avais fait un meet-up avec OVH, OVH Data Platform, ils intègrent du Trino. OKDP, hein, c'est quoi, la solution open source française là, de Kubernetes, Data Platform, ils ont un service de Trino. Donc voilà, tout ça pour dire que, ouais, comme tu dis, c'est peut-être de l'énergie dépensée pour rien, mais au bout d'un moment, je pense que les créateurs de Presto Trino, ils ont dit bon, on change, hein, parce que voilà. Mm. Ok. Et Ouais, par contre, ouais votre fondation, pardon, elle est pas reliée à la Linux Foundation. Vous avez juste une fondation autonome qui a raccroché à rien. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. C'est la fondation Trino Software Foundation qui, ouais, c'est pas Apache. Il y a les créateurs de Trino Presto qui sont les membres. On peut adhérer. Donc ouais, par rapport à la communauté, il y a des contributeurs. Il y a AWS qui est contributeur. Il y a Alibaba, il y a Apple qui utilise beaucoup. Il y a Microsoft. J'ai été voir là hier un peu sur des sites là qui donnent les contributeurs. Il y a des gros users comme Netflix, LinkedIn. Enfin bon. Donc, mais c'est une fondation qui est indépendante. Ouais. et pour revenir sur parce que tu cites AWS, que c'est pas idiot effectivement pour se rendre compte. Effectivement, le produit d'AWS est celui qui permet d'aller faire de poser un moteur SQL au-dessus des fichiers parquets qui seraient sur du stockage S3. Principalement, je dis fichier parquet, c'est le principe, ça doit être à mon avis 98% de la manière de laquelle c'est utilisé. Et donc c'est quand même une grosse pierre angulaire des capacités que Amazon va fournir au-dessus de sa plateforme en termes d'outillage data. Donc c'est quand même super important. Qui est et ils sont vraiment contributeurs parce que ça me fait toujours. Enfin, on sait que dans les projets open source, il y a beaucoup d'utilisateurs et peu de gens qui reversent, qui contribuent, qui font évoluer le produit. Et ça s'avère être le cas. Tous ces gens, Alors, j'ai vérifié, enfin, j'ai été hier, je te dis, sur un site, là, je sais plus, il y a un site qui te permet de voir les contributeurs, les évolutions des change requests, des PR, etc. AWS est dedans. Alors, j'ai pas les nombres exacts, mais ils sont dans les contributeurs et je pense qu'ils ont besoin, hein, parce que comme ils ont une implémentation de Trino spécifique pour leur service manager Athena, je pense ils ont dû vouloir pousser des trucs, hein, comme Apple, enfin, toutes ces grosses boîtes.
qui ont des besoins, des fois, ils ont besoin de pousser des choses. Ok. Donc, alors juste pour info, hein, nous Starburst, on reste les plus gros contributeurs. Hein. Nous Starburst, il y a les créateurs de Trino qui sont encore employés de Starburst. On fait à peu près 80% du code de Trino. Donc oui, on est les plus gros contributeurs. Et Mais voilà, ouais. ça n'empêche pas. Ouais, ouais. Non, mais déjà, il n'y a pas eu de comportement un peu parasitaire comme on a pu avoir avec du Elastic ou a priori, ça c'est mieux géré dans le cas entre Trino et AWS que les dramas qu'on a eu entre Elastic et avec le Kabuki au fork OpenSearch Ouais. et autres cas un peu abusifs d'AWS. Mais tant mieux si ça se passe bien. Ouais, ouais, non, apparemment, ça se passe bien. Je pense que les utilisations sont différentes. Nous, Starburst, on arrive à se différencier, tu vois, par rapport à Athena, par rapport à d'autres. Donc, moi, plus Trino est utilisé dans le monde, plus je suis content, quoi. Donc, Ouais, parce que c'est pas un truc facile. Tu dis oui, vous arrivez à vous différencier et c'est bien parce que vous avez réussi à avoir une valeur supplémentaire, mais on voit bien que le problème dont Nico parle à l'instant, qui était ce sujet d'élastique, qui s'est trouvé à devoir fermer sa licence pour éviter que des cloud providers puissent l'utiliser, c'est parce qu'il y avait une concurrence par rapport au service commercial qu'ils fournissaient. Et oui, quand tu as Amazon qui est ton concurrent par l'intégration qu'il a fait de ton produit open source, tu peux commencer à avoir quand même quelques soucis. Et vous avez quand même réussi à tirer votre épingle du jeu en ayant une valeur complémentaire qui fasse que vous avez peut-être des gens qui font du Starbust au-dessus d'AWS, d'ailleurs. ah oui, oui, tu mets le remplacement d'Athena pour des problèmes de scalabilité, de concurrence, de management, de coûts, etc. C'est un des use cases. On a des clients qui disent Athena c'est bien, mais au bout d'un moment, désolé, c'est compliqué pour mon use case. On part sur le Starburst, managé ou pas. Hein, on a du Trino managé nous aussi, ou du Starburst que tu déploies dans Amazon. Donc c'est un vrai use case. Ouais, ouais. On y reviendra. On reviendra sur Starbust. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer le fonctionnement de Trino et les cas d'usage qui en découlent, c'est-à-dire de quelle manière le produit est constitué? Parce que évidemment, on sait que dès lors qu'on parle de faire des requêtes distribuées, on rentre dans des sujets passionnants. Et qu'il y a évidemment un peu de subtilité peut-être à comprendre pour savoir effectivement ce que Trino fait et comment il le fait. Allez. Ouais. Alors, petite explication de texte, puis après je dirais du coup, vous verrez rapidement à quoi ça peut servir. Du coup, c'est un moteur SQL, donc tu déploies un cluster Trino sur 1, 2, 3, 10, 1000 machines. Ok, donc en général, tu as un coordinateur et des workers. Les workers, ils bossent, le coordinateur, il coordonne. Bon. Tu as des clients, des clients, des API, n'importe quoi, des drivers qui vont envoyer une requête SQL au coordinateur. Le coordinateur, en fonction de sa requête, il va aller récupérer les métadatas. Alors, c'est là où, suivant ce que tu attaques, soit tu attaques des métastores. On en a parlé un petit peu avant, hein, Vincent, mais donc Trino n'a pas de métastore à lui-même. Hein, il peut se connecter à des métastores comme un Glue, un Hive, un Polaris, un Lakekeeper, l'API, d'ailleurs le catalogue API REST de Iceberg. Donc, on se connecte à un métastore quand on attaque du Lake, hein, quand on attaque du fichier ORC, parquet, etc. Donc, on va récupérer les statistiques du métastore que l'on attaque. Après, si on attaque des bases de données, parce qu'il y a une cinquantaine, il y a plein de connecteurs hein, pour du SQL, on va récupérer les stats de la base. En fonction de tout ça, le coordinateur, il a ce qu'on appelle un cost-based optimizer. Hein, il prend les statistiques. Et on sait que dans un monde distribué, hein, comme dans Spark, faire une jointure distribuée, ça peut être compliqué. Donc, est-ce que tu fais du broadcast? Est-ce que tu fais du... Bon. Donc, en fonction de tout ça, le cost-based optimizer, il a un plan d'exécution. Il va dire, bon, je vais exécuter comme ça. Donc là, il schedule la requête sur les nœuds du worker. Chaque worker, de manière indépendante, va gérer un range de données et chaque worker en parallèle va aller récupérer les données dont il a besoin dans les sources de données, va faire son calcul distribué en mémoire au sein des workers, hein, c'est dans les workers qu'on fait du calcul distribué en mémoire, et à la volée, via le coordinateur, redonne le résultat de la requête au client. Petit truc, juste avant de faire une petite pause, petit truc à avoir en tête pour montrer qu'on essaye de faire ça de manière intelligente, hein, c'est que t'imagines, tu fais une jointure entre ta base, ta table dans ton Iceberg et que les clients français dans Oracle, on va faire un peu ce qu'on appelle de push down. C'est-à-dire qu'on va demander à Oracle que les clients français.
Enfin, donc si les bases, si les sources peuvent faire un peu de calcul, bah tant mieux. Ça évite, on va pas tout mettre en mémoire. Voilà. Donc est-ce que c'est voilà, ça c'est un peu comment ça fonctionne. Et ça veut dire, tu disais, ouais, qu'il y a une coordination et vous faites ça, parce que vous êtes, tu l'as dit, le produit est né en 2013, on était encore dans la pleine époque du monde Hadoop et tout ce qui s'ensuit, avec un sous-jacent, pour la coordination qui était Zookeeper, et vous êtes toujours avec cette, coordination faite par Zookeeper, ou c'est des choses qui ont évolué avec le temps? Alors, il y a pas de zookeeper dans Trino, Starburst, hein, ça existe pas. Nous, bah, alors là, par exemple, alors ce que tu peux faire, tu peux mettre quand tu déploies, par exemple, sur des VM, tu peux mettre ton coordinateur en haute dispo avec une gateway Ouais, devant. Quand tu es dans Kubernetes, bah, tu peux dire que ton coordinateur, s'il tombe, il peut être remplacé, un worker peut prendre sa place. Et puis, d'accord. bah, et puis après, nous, dans Starburst, hein, c'est les choses qu'on propose, c'est une des valeurs ajoutées de Starburst, c'est la haute dispo du coordinateur, que tu sois en VM ou en cube. Voilà, par exemple. Et donc pour le coup, vous avez vraiment votre stack à vous. Vous n'avez pas Ouais, fait comme à l'époque d'Hadoop, l'extension de la stack existante, pas de, où on retrouvait un peu toujours les mêmes suspects sur les grandes fonctions qu'on attendait. Donc ouais, effectivement, ouais, donc ça vous donne une certaine liberté par rapport à ça, ouais. ouais, ouais, ouais. Et du coup, juste pour finir, sur cette partie, les use cases, vous voyez, tu vois les use cases, hein, vous voyez Nicolas et Vincent, c'est soit analyse interactive sur des gros sur de la donnée, hein, t'es en Python parce il y a aussi des librairies Python, t'es en SQL dans un éditeur SQL, t'es dans un outil BI. En temps réel, tu veux analyser la donnée sans faire de l'import, sans mettre de données en mémoire. Deuxième truc, c'est tout ce qui est, alors on parle de high performance data lake analytics, mais c'est tout ce qui est lakehouse, hein, sur des pétas de Ouais, données, ouais. parce que alors il faut des partitions, il y a rien de magique, il faut des partitions, faut tous les trucs comme ça. Mais on est né sur Hadoop, hein, on est né sur HDFS, donc Trino, c'est super bon là-dessus. Troisième use case, tout ce qui est fédération. Donc là, c'est l'histoire de silos, on parle un peu de data mesh, et tu as des données, manque de bol, t'arrives pas à les mettre au même endroit. Comment faire une jointure entre Oracle, Cassandra, Mongo, Kafka et Iceberg? Bah voilà. Et dernier use case, c'est une chose sur lequel on pense un peu moins, mais il faut le garder en tête. Trino, c'est pas que du select, c'est aussi du create table, de l'insert, du delete, etc. Et donc on a 20% de nos use cases, des gens qui font du Trino, hein, qui font pour de l'ETL ou OLT. Ok, tu peux faire un insert into iceberg as select from Oracle ou create table as select from Oracle. Tu vois. Donc tu peux bouger la donnée avec du select, insert, Ouais. create table, etc. C'est donc, ouais, un query engine au sens large du terme, et ça me fait venir à une réflexion, c'est que là où aujourd'hui, les gens de Snowflake poussent un peu leurs clients de manière à prôner cette ouverture qu'ils peuvent avoir, à dire, bah, plutôt qu'utiliser les tables Snowflake, mettez dans votre lakehouse, enfin dans votre data lake, pardon, sur S3, des tables Iceberg. Et finalement, tu peux te dire, ben, Trino, pourrait remplacer dans certains cas de figure, des gens qui utiliseraient Snowflake, non pas comme un moteur de stockage, mais juste comme un query engine, pourraient très bien remplacer Snowflake par Trino, au final. Ouais, on a soit des fois on propose de diminuer un peu ta facture Snowflake, si c'est un problème, parce que tu vas dire tu gardes ton chaud dans Snowflake, ton froid, hein, l'histoire du data tiering, le froid tu le fais avec du Trino parce que ça va te coûter peut-être un peu moins cher, et puis pareil, hein, on va aller attaquer ton S3 avec ton iceberg, on peut le remplacer, donc ouais, on est un moteur qui est, voilà, on a un moteur SQL sur du Lake. Et on va pouvoir gérer chose importante, hein, parce que on peut enchaîner d'ailleurs après avec ton petit dada, mais on va gérer la concurrence et l'échelle. Ok, c'est des moteurs qui sont prouvés. C'est un moteur qui est prouvé avec 100 users concurrents, des pétas de données. Alors évidemment, il faut plus que de machines, mais ça marche. Voilà, c'est ça le truc. Ouais. C'est quoi d'ailleurs les ordres de grandeur, toi, des implémentations que tu as vues en termes de taille de cluster, de capacité, enfin, entre guillemets, le sweet spot? C'est-à-dire, heu, entre guillemets, à quelle taille justement c'est inutile? C'est-à-dire si j'ai, X centaines de gigas de données, est-ce que c'est utile d'avoir du Trino? Et jusqu'à combien les plus grosses implémentations en termes de taille, tu as pu les voir?
Alors, je les ai pas vus en vrai, mais dans les plus gros, hein, il y a eu des témoignages au Trino, Summit, et cetera. C'est Netflix et LinkedIn, hein, qui ont des clusters de 1000 nœuds, de 1000 machines, OK, 1200 machines, bam, bon. Bon, mais ça, moi, je le vois pas en France, hein, je vous rassure. Donc nous, ici, voilà, on a des, dizaine, une vingtaine de machines, OK. Déjà, c'est pas mal, hein, parce que tu mets, 32 vCPU par machine, tu mets, 128 gigas de RAM. Donc ça marche déjà bien. 3, 4 machines, ça peut aussi très bien faire le boulot. Là où c'est intéressant, hein, c'est pas que la volumétrie de données. Parce que oui, la volumétrie de données, il faut la mettre en mémoire. Donc si tu as 200 gigas, il faudra, si tu fais, avec un moteur single, node, il faudra 200 gigas. Là où c'est intéressant, garde en tête, c'est la concurrence. Parce que des fois, il y a des moteurs qui marchent bien quand tu as 2 users. Tu passes à 50 users, ah merde, tu vois? Mmh, Donc, mmh. moi je dis, dès que tu commences à avoir plus de 10 users concurrents, des dizaines, des centaines de gigas à traiter, et que tu veux surtout un truc qui réponde en 3 secondes, bah 5 secondes, il faut commencer à se poser la question, quoi. Mais effectivement avoir un vrai sujet de gestion de cette concurrence. J'imagine qu'il y a après tu rentres dans des sujets aussi d'allocation et de réservation de ressources pour certains pools de users, des choses comme ça? Ouais, oui, oui. Après, évidemment, il y a des choses qu'on appelle les ressources groupes, hein. Tu peux ségréguer tes ressources système dans ton cluster, réserver de la CPU time, de la mémoire par requête, par user, etc. Des fois, les best practices, hein, c'est aussi des fois de faire des clusters dédiés à des workloads. Tu fais un cluster pour ton reporting opérationnel, un pour ton ETL, un pour tes data scientists, c'est un peu open bar. Bon, c'est pas grave si le temps varie. Mais oui, oui, évidemment, après, tu peux commencer à gérer qui fait quoi. Ouais. Et in fine, quand, tu es dans une situation, parce que ouais, je disais: «Ouais, on pourrait remplacer Snowflake». Bon, on oublie quand même un truc, c'est l'élasticité et la capacité de ressources à la demande, Mm. que tu as pas dans Snowflake et si des clients qui seraient avec cette capacité d'élasticité de ressources pourrait avoir une implémentation de Trino qui alloue de la ressource dynamiquement quand il y a des requêtes qui arrivent ou c'est vraiment pas Si, le si. scope, c'est plutôt un cluster de taille fixe, habituellement, quoi? Non, non, ça marche le scaling scalate, hein, en gros, c'est quand tu déploies, alors nous on adore Kubernetes, mais on peut se déployer sur des VM, hein, avec du Ansible, ce qu'on veut. Mais quand tu déploies ça dans du Kube, on a l'autoscaling, hein. Donc l'autoscaling, hein, en fonction soit d'un threshold CPU, soit d'un threshold mémoire, bah, automatiquement, on peut, démarrer un nouveau pod, OK, qui va être un Mmh, nouveau worker. Donc comme ça, dès que d'accord. tu atteins 80, tac, tac. Donc, scaling scale non, non, c'est des choses qui Ça, c'est vachement bien, ouais. Donc ça, c'est vachement bien parce que ça permet aussi à des cloud providers de fournir cette ressource, et cette capacité de gestion de ressources, facilement, quoi. dynamiquement, Donc tu peux ajouter, enlever des workers, tu as pas besoin d'arrêter ton cluster, quoi, c'est clair. Et en termes de clients, du coup, c'est quoi? C'est plutôt du grand compte ou c'est de la boîte très genre, enfin, big tech ou grosse boîte tech qui manipule beaucoup de données? C'est quoi le tu vois, est-ce qu'une Alors, PME peut enfin, tu vois, genre, est-ce qu'une PME, ouais, une ETI peut utiliser du Trino/Starbust ou c'est vraiment réservé quand même à des cas, très particuliers? alors, ouais, alors là, si on rentre un petit peu là, par exemple, nous, nos clients, Starburst, même les gens qui utilisent Trino, alors soit tu fais du Trino parce que tu as les équipes tech, tu es plus une start-up et tu as mis Trino dans ton AWS ou on-prem parce que bon, tu as des techs et très bien. Nous, après, ce qu'on voit, c'est quand même, alors, bah, si on parle un petit peu du coup de Starburst, hein, nous, on a 2 offres. On a la version Starburst Galaxy qui est du Trino, SaaS, fully managed. OK, tu arrives, tu as l'interface, tu cliques, en 2 secondes, tu démarres un cluster de AWS, Azure ou Amazon, enfin, Google, pardon, et voilà. Mais c'est full SaaS, c'est full cloud, et c'est nous qui gérons ton cluster, tu te connectes à tes données cloud. Soit tu as la version entreprise, Starbucks entreprise, qui là peut être déployée on-prem, dans ton compte, à toi, mais c'est toi qui gères. Nous on t'aide, hein, mais voilà, c'est la version entreprise. Et c'est vrai, ce qu'on voit, c'est pour la version entreprise, c'est plus des gros comptes. Parce qu'en général, ils ont des problématiques de silos de données, ils ont du data lake, on-prem ou cloud, ils ont des problématiques de sécurité, etc. Donc voilà, pour un petit exemple, hein, on a 5 des plus grosses banques françaises font du Starburst. On peut citer peut-être BPCE, Arkia et EG qui ont témoigné. Je ne vais pas parler des autres parce qu'ils n'ont pas encore témoigné publiquement. On a 3 assurances françaises. On a les gens qui font des jeux en France. Je peux citer Orange et Géodis
parce que ils ont témoigné. Enfin bon, donc c'est plutôt des grosses boîtes. Après, tu vois, l'an dernier, il y a eu TDF, ils ont témoigné, donc je peux en parler. TDF, c'était pas si gros que ça. Problème de fédération de données, besoin de garder les données on-prem, idée de commencer un data lake on-prem avec du S3 on-prem. Trino bien, mais bon, pas possible de gérer Trino tout seul parce que ça peut être compliqué. Donc voilà. Donc c'est quand même, ouais, pour répondre à ta question, Nicolas, hein, c'est quand même gros compte. Après Galaxy pour le coup, pour moi, c'est plus start-up, scale-up, etc. Mais PME, il y a, comme tu disais, Vincent, est-ce qu'il y a un besoin, quoi, tu vois. Ouais, ouais. En fait, à la fois Trino, mais surtout Starburst avec une option. Quand on fait du cache sur ton stockage à toi. Parce qu'en général, il y a un stockage S3 ou HDFS et DLS. Donc, quand on fait des vues matérialisées dans Starburst ou Trino, bah, on va cacher, persister la donnée dans des fichiers parquets dans S3. Euh, on sait faire du cache de base de données. Typiquement, j'ai une base DB2 qui est un peu lente, mon DBA il n'est pas content que je l'attaque, j'ai un problème réseau. Bah, je peux cacher des tables ou des colonnes DB2 ou Oracle dans mon S3. L'utilisateur il croit qu'il va dans DB2, hein, il fait select étoile DB2, mais en fait il va dans un fichier parquet dans S3. Donc ça c'est, ouais, tu vois, c'est caché dans S3. Pareil, Mais il y a une forme ouais. d'automation de ce type de cache ou c'est à l'initiative enfin, de l'administrateur de créer ces caches-là? Alors, bonne question encore une fois, mais oui, alors, c'est à l'initiative, la vue matérialisée, bah, tu l'as créée, elle ne va pas la créer, à toi. Et puis, quand tu décides de cacher des tables, c'est toi qui décides ou pas de cacher des tables avec un temps de rafraîchissement toutes les 5 minutes, 10 minutes, et cetera. Mais il y a un autre truc dans Starburst, et ça, c'est dans les différenciateurs de Starburst, hein. On a un truc qui s'appelle Wrap Speed. Alors là, pour le coup, c'est un peu différent, juste en 2 secondes. C'est une indexation et un cache automatique des données en fonction de pattern de ta requête. Typiquement, tu recherches un client depuis des milliards de lignes. On va cacher ou indexer des données, mais, il y a un mais, hein, il n'y a rien de magique en informatique. Dans ces cas-là, c'est caché sur les nœuds, sur les workers du cluster. Et dans ces cas-là, il faut des disques SSD. Par défaut, il faut pas de disque. Mais là, il faut des disques SSD sur tes workers parce qu'on va cacher, indexer sur les workers du cluster. Bon, mais c'est un truc que tu actives ou pas, hein. C'est un truc si tu veux Ouais, ouais, ouais. rechercher une ligne sur voilà. Mais ça, Ouais. c'est une super feature parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme ce que fait Indexima avec Snowflake pour réduire l'addition parce que tu réduis la charge sur le sous-jacent et entre guillemets, c'est un super driver aussi, quoi, de te dire, plutôt que je dis toujours aux clients, je dis à un moment donné, si vous avez peut-être un truc qui peut vous éviter de racheter une tranche supplémentaire, vous allez peut-être réfléchir s'il y a une solution que vous pouvez mettre devant pour vous réduire les coûts. Et c'est une très super bonne illustration, là, ce que tu viens de faire de cette capacité finalement. Donc voilà, donc ça c'est des choses en plus, tu vois, de Starburst par rapport à Trino, par exemple. Ouais, ouais, voilà. Donc là, pour le coup, c'est des features un peu premium que vous offrez dans Starburst et que l'on ne trouvera pas dans Trino. OK, excellent. Hem, ouais, donc tu as un petit peu parlé déjà de l'offre de Starburst en termes de produits, de cas d'usage, de références de roadmap. Hem, Aujourd'hui, et je reverte un tout petit peu sur l'histoire de la communauté. Il y a des features que vous développez dans Starburst et puis qu'à un moment donné, vous reversez dans Trino ou c'est des choses où c'est 2 cheminements, certes un peu joints puisque vous avez des Ouais. committeurs dans Trino chez Mmh. vous, mais on a vu des gens qui avaient leur produit premium avec le produit open source, justement, parfois réintégré dans le stream du produit open source. Mmh, mmh, mmh. Non, non, c'est toujours c'est toujours des discussions internes. Je vais donner quelques exemples. Après, c'est clair que dès que, tu vois, il y a un client qui nous demande une fonctionnalité particulière et ou des fixes, là, on se voit, bah, est-ce que c'est une fonctionnalité qui touche au moteur Trino? Dans ces cas-là, on le reverse à Trino, hein. C'est clairement, c'est des évolutions de Trino. Soit c'est des fonctionnalités, des add-ons, des trucs en plus. Dans ces cas-là, on regarde dans Starburst. Par exemple, là, dans Starburst, ça a commencé via Starburst. Notre connecteur Iceberg, il supporte Iceberg V3, les specs de Iceberg V3, hein, les dilation vectors, des trucs comme ça. C'est pas encore de Trino. On va le reverser dans la communauté Trino. Autre chose, on a développé notre propre Metastore, hein, le fameux data catalog / Metastore.
Starburst, lui, pour l'instant, il a pas vocation à devenir un Metastore Trino open source. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, voilà, il y a déjà tellement de Metastore open source que pourquoi Ouais, ouais. en faire un autre? Enfin, moi, il y a des gens qui me demandaient, mais pourquoi vous le mettez pas open source au Metastore? Enfin, voilà, moi, je vois pas je comprends en interne de pas le mettre. Donc, c'est au cas par cas, mais oui, oui, on continue à améliorer Trino en termes de perf. En termes de perf, on continue à faire des améliorations de Trino directement, hein, qui bénéficient à tout le monde, quoi. OK, excellent. Ouais, donc il y a des développements qui vont direct chez Trino, de vos développeurs qui sont committeurs, parce que vous savez que de toute façon, ça va profiter à Starburst à très brève échéance, quoi. Ouais, Et typiquement, notre plugin, par exemple, je peux parler de notre plugin DBT Core Trino, c'est nous qui le développons, il est open source, il est pour la communauté, il est supporté par Starburst, mais c'est des choses qu'on fait pour la communauté. Donc voilà, c'est toujours un truc entre les deux, entre ce qui est déversé ou pas, quoi. Ok. Après, nous, Starburst, hein, voilà, on a des choses en plus, on a voilà, l'airbag, la back, la mmh, sécurité. mmh. Ouais, ouais, tu parles de airbag, vous faites donc ce role-based access control et vous faites aussi du data masking avec Starburst ou parce que c'est souvent un truc très connexe par rapport à ça, Ouais, la ouais, c'est capacité de assez. dire, telle donnée, on est en mesure de la distribuer pour telle population, enfin des choses comme ça. Ouais, donc c'est ouais, Ouais, c'est donc assez donc classique. donc donc ça Ouais. renforce quand même vachement cette idée de dire beaucoup de gens qui aujourd'hui ont un compte à AWS pour avoir du S3. Je parle d'AWS, mais c'est pour être valable avec les autres cloud providers, et qui se disent: «Ah, je vais aller faire du Snowflake, machin, ainsi de suite», devraient quand même se poser la question de se dire: «Mais est-ce que pour un query engine, en termes de features, Starburst n'est peut-être pas une solution à évaluer?» Et c'est clair que c'est clair que ça semble pas, on pense que query engine et ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que on peut faire du SQL based transformation sur de la donnée, réécrire de la donnée, animer tout ce qui est mouvement de data et ça peut être une Mmh. une super Bah, opportunité de le faire avec, quoi. Ouais. on n'a rien à envier à un Databricks ou à un Snowflake en termes de perf, de gouvernance, et cetera. Donc oui, on n'est pas on est tout petit, hein, par rapport à eux, donc en termes de marketing, de features, et cetera. Mais à comparaison égale, si tu fais des coups de ROI, tu vois, de coups de coût rapport coût perf, bah, on a des choses à dire, quoi. Même par rapport à BigQuery, et cetera, quoi. Donc Ouais, ouais, ouais. Parce que souvent, tu vois, moi je disais aux clients, tu sais, on parle souvent de la souveraineté, hem et je disais: «Ben, ce qu'il y a de très certain, si vous êtes dans du terabyte scale, terabyte plus en termes de scale de dataset et tout ce qui s'ensuit, il va pas y avoir beaucoup d'alternatives au fait d'utiliser les hyperscalers et notamment BigQuery, Snowflake, Databricks et autres pour pouvoir processer vos données. Et en fait, ouais, c'est pas enfin, ça est entre guillemets, «l'inconscient collectif» ne l'a pas encore intégré fortement, mais je pense que vous avez un jeu à faire là-dessus. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a des boîtes gigantesques qui utilisent ce moteur-là, quoi, aujourd'hui, donc Ouais, si tu veux donc il y a contrôler il y a clair tes coûts, ouais. il y a clairement un sujet, hein. Mmh. Ouais. Hem, oh, avant de rentrer dans une autre question qui revient un petit peu sur l'historique, je voudrais, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé effectivement de la possibilité de déployer on-prem, de déployer dans le cloud et on sait que souvent pour des soucis de protection de données, ça peut être une opportunité pour des gens de dire, «J'ai certains jeux de données que je ne veux pas voir quitter mon infrastructure et d'autres que je peux aller héberger chez des cloud providers». C'est quelque chose qui se joue comment, quand on utilise Starburst, ça? Alors déjà, c'est un des différenciateurs, hein, quand on parle, voilà, de Snowflake, Databricks et autres. C'est là où on a aussi, comme tu disais, une carte à jouer, c'est le côté on-prem ou hybride. Donc clairement, hein, Starburst, tu dis le point on-prem, tu peux être complètement isolé, hein. On a des trucs hyper sécurisés on-prem isolés. Mais quand tu as comme tu dis là, de l'hybride, un peu du cloud on-prem, il y a différentes choses. Soit tu as un seul cluster que tu mets on-prem qui va chercher des données dans le cloud, qui les rapatrie, et comme ça, ton processing, il est fait que dans ton cluster on-prem, ok. Ou inversement, bon, tu as un peu d'Oracle on-prem, mais par contre, tu as beaucoup de données dans GCP, dans AWS, bah, tu mets un Starburst dans le cloud, et comme ça, tu vas récupérer les données. Bon. Après, ce qu'on voit, on a des use cases comme ça qui arrivent et qui sont déjà chez des gros clients, mais là encore, il faut le besoin, c'est du coup, tu mets deux clusters. Tu mets deux clusters Starburst, tu en mets un on-prem,
tu en mets un dans ton cloud et on a un connecteur, on a un truc qui s'appelle Stargate. Alors, on reste dans le monde des étoiles, hein, mais Stargate qui permet de faire des liens entre des clusters. Et le but du jeu, de ça, c'est plusieurs choses. C'est un, de faire le compute au plus près de la donnée. Donc typiquement, tu es on-prem, tu attaques ton cluster on-prem, tu veux récupérer, faire du compute sur des données cloud. Les données, elles vont être processées dans le cluster Starburst Cloud et via Stargate, on ne récupère que le résultat de la requête. Okay, donc ça permet de dire, bah ok, je fais le compute là où ma donnée est stockée. Okay. Ouais, d'accord. Deuxième chose, quand tu fais de la fédération, bah, le but du jeu, c'est pour des problèmes de couilles graisse ou autres, c'est de ne faire circuler que les données dont tu as besoin pour faire ta jointure. C'est super clair, merci. Non, quand tu étais au début de ton arrivée chez Starburst, on était dans le plein boom du data mesh. On avait, suite à la grosse, au gros push qui avait été fait par l'éditrice par l'autrice du bouquin, Data Mesh. Il y avait un gros push là-dessus. C'était vraiment un Mmh. énorme le fait d'animer, d'être le moteur du Data Mesh était un de vos gros, drivers. J'ai l'impression que ça l'est un peu moins et que peut-être que vous êtes revenu peut-être à des choses plus pragmatiques et Ouais. plus réaliste, parce qu'on sait bien que le data mesh, il y en a beaucoup. C'est un peu comme la data dans le début des années 2010. Il y a beaucoup de gens qui en parlent et peu de gens qui en font, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu essoufflé cette affaire, voilà. Ouais, 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 en effet, il y a eu un gros boom avec Zhamak Dehghani, hein, on avait collaboré avec elle, et cetera. Pourquoi à la base, nous, on avait embarqué un peu ce train, les wagons? Parce que data mesh dit décentralisé, dit fédération, dit et cetera. Donc nous, en tant que moteur, on dit, bah, attends, pour faire du data mesh, un moteur distribué qui permet de faire la fédération, a priori, c'est une bonne idée. Après, data mesh, c'était des concepts, hein, c'est des concepts avec des piliers. Il n'y avait pas d'outil data mesh, hein, on n'est pas une solution data mesh, ça n'existe pas une solution data mesh. C'est des gouvernances fédérées, des ownership, c'est plein de trucs comme ça. Donc en effet, ça s'est essoufflé. Alors aussi peut-être parce qu'il y a l'IA qui est arrivé derrière, qui a tout balayé, mais en termes d'architecture, il y a des gens quand même qui ont gardé le concept, qui ont gardé le concept. Et ce qui est intéressant, ce que je vois, alors on verra par rapport à Starbucks ou autre, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des sociétés qui continuent de m'en parler. Il y a d'autres qui disent, oui, mais moi, dans mon implémentation, dans mon idée de stratégie data mesh, donc je pense que le mot data mesh est resté dans les esprits, mais par contre, c'est par où on l'attaque et qu'est-ce qu'on en fait. Parce que le data mesh, pour certains, ça peut être que de la conduite de changement des équipes, ça peut être que de la gouvernance, ou ça peut être que du data product. Et c'est là où nous, là où on a continué, hein, on a enchaîné un petit peu là, avec Starburst. Depuis le début, nous, on a créé cette idée de data product avec une implémentation technique. Hein, pour le coup, c'est pas que des mots. Donc, on a des data products dans Starburst, hein, une couche sémantique, avec des propriétaires, des accès aux données, de la sécurité, etc. Donc, il y a des gens qui font du data product Starburst sans faire de data mesh. Il y a des gens qui font du data mesh sans data product ou qui ont leur data product à eux dans leur outil de catalogue, etc. Donc, pour moi, c'est pas mort, c'est juste que ça a infusé, qu'il y a des gens qui le reprennent et que tout le monde en fait un peu ce qu'il veut. Tu vois, mais nous, voilà, ouais, on n'est pas que data mesh parce qu'on fait aussi du lake, maintenant on fait de l'IA, voilà, bref. Tout, ouais. Donc, c'est pas tout noir, tout blanc, cette histoire, hein. Une certitude, c'est que vous êtes data mesh ready, quoi, dans ce que vous proposez, puisque Starbust permet d'implémenter cette gouvernance fédérée, cette capacité à avoir des data products qui soient advertisés et de construire des modèles sémantiques au bout de la donnée et de partager ces modèles sémantiques entre différents environnements. Hem, l'un des enjeux, c'est peut-être aussi de préparer cette ère de l'agentique dans lequel la donnée, elle devient facilement accessible pour tout ce monde agentique qui est devant nous. Alors que je considère qu'on n'y est pas encore. Je considère qu'il est encore devant nous, ce monde agentique, parce que même si on voit des choses qui apparaissent, on a encore beaucoup de choses avant que l'on puisse considérer que les requêtes sont faites dans un mode agentique pour, enfin et que ce soit réaliste et donc vous avez déjà un peu pavé ce chemin pour dire, la donnée, on peut la mettre à disposition de ces agents
Ouais, bah, c'est un peu comme, voilà, l'histoire du data product pour nous, ça a été un peu ça a coulé de source parce que, voilà, c'est l'histoire, hein, l'IA, OK, mais bon, on est d'accord que nous, dans le domaine de la data, le but du jeu, enfin, en général, souvent, c'est de générer du SQL quand on parle de données structurées, OK? Donc générer du SQL pour répondre à une question, on pose une question, on veut générer du SQL qui m'explique la réponse. Bon. Mais on sait que pas de contexte, pas de bras, pas de chocolat, hein, pas de contexte, pas de semantic layer. Le modèle, il hallucine, il comprend pas ce que c'est cette colonne, ce que c'est ce schéma, où trouver la donnée, dans quelle colonne, dans telle table. Ça peut être un mystère. Donc il faut cette couche sémantique. Et donc nous, bah, ce qui est bien, hein, on va dire, c'est que on avait directement notre data product prêt avec toute la description des colonnes, des tables, des schémas, etc., qui est prête pour donner à des agents. Ok, donc voilà, en effet, depuis l'an dernier, hein, maintenant des choses qui commencent à marcher. On a notre propre agent qui permet d'interroger des data products en langage naturel, parce qu'il va se servir de cette couche sémantique pour générer du SQL et pour l'expliquer. Tout ça, évidemment, on va pouvoir s'en servir avec, on a évidemment, comme tout le monde, un serveur MCP, ok, pour interroger les données distribuées du lake ou pour interroger les agents. Donc voilà, on se connecte à des modèles LLM, hein, avec des endpoints, comme tout le monde. Euh, et juste un petit truc, hein, pour les data products, ce qui est important, ce que je vois, hein, je sais pas si tu le vois aussi, c'est le côté, maintenant les gens veulent centraliser la gestion des data products, ok, dans des catalogues centrales. Et juste pour dire que on essaie aussi d'être interopérable ou en tout cas de s'intégrer avec des outils tiers, hein. Je peux parler de mes petits amis de Data Galaxy. Ben voilà, que les data products dans Starburst, on les voit dans Data Galaxy et inversement. Enfin voilà, le but du jeu aussi, c'est de s'intégrer à un Colibra, Data Galaxy, Open Metadata, parce qu'on n'est pas seul au monde, hein. Ouais, il faut qu'on puisse discuter avec d'autres personnes. Donc ça, c'est important aussi de rester ouvert. Voilà. OK. On a fait un tour qui est quand même qui ne sera jamais exhaustif, mais qui est quand même déjà assez intéressant. Alors pour ceux qui voudraient aller plus loin, déjà on va enregistrer, à la suite de cet épisode, un épisode de démo où tu vas pouvoir nous montrer à quoi ressemble le produit et nous faire une démonstration. Donc, ceux qui suivent ce podcast sur sa chaîne YouTube, vous pourrez accéder, à cette démo et vous pourrez voir, le produit en action. Mais, est-ce que tu as un petit wrap-up, enfin entre guillemets, nous rappeler les quelques, les différenciateurs, les valeurs uniques que présentent, Starbust et Trino? Et puis aussi, ben, pour nos auditeurs, de quelle manière ils peuvent, se mettre en route sur le produit? C'est bien, c'est ces 2 questions-là que j'aime bien poser en fin d'épisode. Ok. En effet, donc en effet, après ces belles discussions, pour résumer, hein, Starburst ou Trino, encore une fois, c'est pour de la concurrence. Le gros différenciateur, c'est on-prem ou hybride, hein. Si vous voulez faire du lake on-prem, il faut un moteur SQL, il y a pas le choix. Donc architecture on-prem hybride, là où il y a de la concurrence. Fédération, hein, on a, X sources de données, on n'arrive pas à tout mettre, donc fédération de données, c'est en SQL, encore une fois. Et la simplicité, hein, on est un seul moteur, Starburst ou Trino, avec plein de connecteurs, des plugins, la communauté Trino, réversibilité aussi, c'est un point que j'entends parler, hein, ils aiment bien le mot, savoir qu'on peut retourner dans un monde open source. Donc voilà, donc ça c'est les gros Ah ouais. points, ouais, c'est des choses. Et puis, bah, on continue à avancer, hein, on a des idées sur faire du multi-clustering, avoir un control plane central. Mmh. On continue à investir sur Iceberg, sur la perf, sur les métadatas, sur l'IA. Donc voilà, ça c'est les points. Pour nous suivre, on va essayer de faire un peu plus de marketing là, cette année avec des webinars, bah, des podcasts comme les vôtres. L'an dernier, on a fait 2 clubs utilisateurs. On avait une soixantaine de personnes avec des clients qui témoignaient. Là, on va en avoir un au mois de juin. Donc c'est pas public, mais contactez-moi sur les réseaux, sur LinkedIn, au plaisir pour vous inviter. Et comme tu le disais, pour mettre le pied à l'étrier, bah, Galaxy par exemple, hein, Starburst Galaxy, donc c'est Trino fully managed, 500 $ de crédit. Donc vous connectez, 3 clics, vous connectez à votre bucket S3, à votre Oracle RDS ou Postgre RDS, à vos sources de données, vous essayez. Donc voilà, c'est le plus simple. Après, nous, évidemment, aussi, Starburst, on peut vous accompagner, on peut réfléchir ensemble. Enfin, voilà un petit peu ce que je voulais dire en conclusion. Je pense que, ouais. Eh bah, écoute, super. Moi, j'ai tu vois, même si on avait déjà fait des épisodes par le passé, si on avait un peu suivi ce que vous faisiez, moi, j'ai appris plein de trucs, donc je suis ravi de Mmh. cet épisode. Pareil. Écoute, c'était super. Ouais.
Et donc, comme je le disais précédemment, vous pouvez nous retrouver dans l'épisode qui va suivre, pour une démo du produit. Et puis, ben, déjà, on te remercie Victor pour ce premier passage sur le sujet. C'était, excellent. Merci. Merci pour votre invitation et donc à très bientôt. Au revoir.